Bonjour Julien Clavel, Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation. Que représente le téléphone portable aujourd'hui? Beaucoup de choses. Une grande partie de la vie des gens est contenue dans cet appareil, ne serait-ce que le fait que leurs contacts personnels y sont enregistrés, leurs contacts professionnels souvent aussi, leurs intérêts, quand on pense à toutes les recherches qu'on fait avec son téléphone portable, en ligne sur un navigateur ou alors via un logiciel de carte pour rechercher une destination précise ou combien de temps on mettra pour atteindre cette destination, etc. etc. C'est vraiment une grande partie de la vie personnelle qui est conservée et qui continue à se développer grâce à cet appareil. Mais en fait, l'initiative parlementaire de l'UDC, elle suppose que les autorités aient, à un moment donné, le droit d'avoir accès en fait, au téléphone portable. C'est ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà, parce qu'en fait, il y a quand même une obligation, c'est comme une loi, vous devez remettre le téléphone portable. Voilà, je veux dire, c'est la loi, c'est la loi. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Si ils veulent juste avoir le téléphone dans la main et puis la personne leur remet les codes d'accès, ça leur prendra quelques minutes sans doute pour jeter un œil dedans, pour pouvoir... Si le premier but, c'est d'établir la provenance de la personne, regarder rapidement le contenu du téléphone devrait suffire, ne serait-ce que la liste des derniers appels, le compte Facebook, si ça se trouve, ou le carnet d'adresses, s'il y en a un. Regardez les numéros de téléphone dans le carnet d'adresses, s'ils viennent tous d'un pays en particulier, ça leur donnera un indice dans ce sens-là, etc. Maintenant, si ils ont simplement l'appareil dans la main, que l'appareil est verrouillé et que la personne ne veut pas donner son mode de passe pour déverrouiller l'appareil, là, ils auront plus de problèmes, ce sera plus difficile pour eux. Et là, tout dépendra des moyens qu'ils sont prêts à investir pour investiguer l'appareil. Ils peuvent utiliser des moyens techniques, mais ces moyens techniques, pour entrer dans un téléphone qui est verrouillé, déjà, ils ne sont pas donnés. On doit passer par des entreprises privées qui font ça ou fournissent ce service. Et ça prend du temps, la plupart du temps, pour craquer un mot de passe qui a 6 chiffres. Si ces 6 chiffres ne sont pas évidents, du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, si c'est vraiment aléatoire, ça peut prendre des jours, voire des semaines. Alors, est-ce qu'ils seront prêts à aller jusque-là pour tous les téléphones portables des requérances? Bon, a priori, ça me semble être beaucoup de peine et beaucoup d'efforts et de ressources pour une information ou des informations qui, selon quoi, seraient peut-être plus faciles à acquérir autrement. Mais là, une fois de plus, tout dépendra du détail de cette loi. Comme l'a dit votre interlocutrice la dernière fois, les détails, pour l'instant, on peut que spéculer pour l'instant là-dessus. Okay. Ben, vous avez parlé d'applications pour sécuriser en fait, nos communications de manière confidentielle. Vous pouvez nous parler un peu plus de cette application? Bon, alors là, plusieurs applications utilisent ce qui s'appelle le chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire que pour être précis, c'est des applications de téléphonie ou de chat qui passent par Internet. Et ce trafic-là, le trafic chat et puis le trafic de discussion peut être chiffré, c'est-à-dire que c'est quasi impossible de l'écouter. Mais ça ne fonctionne, le chiffrement de bout en bout, il ne fonctionne que parce que c'est comme si vous aviez une clé sur votre appareil, et puis votre correspondant de l'autre côté a aussi une clé, et vous échangez ces clés. Et c'est ça qui permet de chiffrer tout le trafic, en fait. Okay. Donc c'est vraiment lié à l'appareil. Okay. Et ça, c'est une manière technique, je ne peux pas trop entrer dans le détail, c'est juste exactement... un exemple. Un exemple, voilà. Alors, WhatsApp, prétendument, a le chiffrement de bout en bout. Okay. Je dis prétendument parce que WhatsApp n'est pas un logiciel open source, c'est-à-dire le code source n'est pas ouvert, c'est-à-dire que quelqu'un d'indépendant ne peut pas
à chaque instant aller voir comment fonctionne le code de WhatsApp. Donc on ne peut que croire WhatsApp quand WhatsApp nous dit il y a le chiffrement de bout en bout. D'accord. On peut aussi croire, ok, WhatsApp a aussi eu des audits techniques, on peut croire ces audits, si on veut. Mais si on veut vraiment une confiance plus élevée, il vaut mieux utiliser des applications qui offrent le chiffrement de bout en bout, mais dont le code source est ouvert. Parce que là, n'importe qui peut aller voir comment le logiciel fonctionne. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, des applications comme ça. En l'occurrence, une application qui fait ça, c'est Signal. Il y en a une autre qui s'appelle Wire. C'est, pour autant que je sache, les deux seuls qui ont le code source ouvert et offrent le chiffrement de bout en bout. D'accord. Et là, créer des mots de passe ou sauvegarder ces données de manière plus sûre, quel conseil pourriez-vous nous donner par rapport à ça? Alors, un mot de passe sûr, qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est un mot de passe qu'on utilise que à un endroit, c'est-à-dire à l'inverse, il ne faut pas utiliser le même mot de passe partout. Surtout pas. D'accord. Même s'il est fort, même s'il est compliqué. Pourquoi? Parce que si, admettons que vous utilisiez 15 services et que pour ces 15 services, vous utilisez le même mot de passe. Si un de ces services est compromis, c'est-à-dire que la base de données des mots de passe de tous les utilisateurs part dans la nature, vous pouvez être sûr que les criminels ensuite vont utiliser ces mots de passe qui sont dans la nature et vont les essayer partout, où ils peuvent. C'est-à-dire, entre autres, sur les 14 autres services que vous utilisez. D'accord. Donc, il y a la nécessité d'avoir un mot de passe unique pour chaque service qu'on utilise. S'il est compromis, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave pour ce service, mais au moins les autres services ne seront pas compromis. Donc, première règle pour des mots de passe sûrs, partout des mots de passe différents. D'accord. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe sûr? Un mot de passe sûr, c'est quelque chose, en fait, qui est le plus éloigné de vous que possible. C'est-à-dire qu'il n'y aura certainement pas votre nom dedans, certainement pas votre date de naissance, certainement pas les choses dans ce genre. Ce sera certainement pas mot de passe 1, 2, 3, 4, D'accord. parce que celui-là, il est déjà bêtement trop utilisé. Okay. Et puis il est aussi faible parce que c'est la première idée que les criminels utiliseront, ou bien quiconque veut essayer d'utiliser, d'entrer dans un service, il utilisera ces logiques-là, logiques qui sont trop utilisées. En fait. D'accord. Ce ne sera pas un mot de passe qui comprend un mot qu'on trouve dans le dictionnaire, peu importe dans quelle langue. Là, ça devient compliqué, parce que voilà, il y a aujourd'hui des processus automatisés qui utilisent tous les mots qui existent et puis qui essayent d'en composer des mots de passe, etc. Donc en fait, fondamentalement, un mot de passe composé de 3 mots qui existent dans un dictionnaire, il est presque aussi peu sûr que 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc, il faut un mot de passe qui est minimum 8 caractères, un mélange de lettres et de chiffres, et de signes aussi. Alors, ça fait beaucoup de choses. Moi, mon conseil, c'est de penser à une phrase. Vous pensez à une phrase et vous utilisez la première lettre de chaque mot de la phrase. Là, vous arrivez à quelque chose d'assez complexe. Par exemple, il y a beaucoup de passants sur cette rue, dans cette rue. Il y a beaucoup de passants dans cette rue. Voilà, ça fera I, Y, A, B, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ensuite, vous mélangez grande lettre, petite lettre. Peut-être que la première, ça sera une majuscule. Okay. Vous finissez ça avec... Oh, il y a 42 piétons dans cette rue. Ça, c'est mieux encore parce qu'on a un nom. Puis vous finissez ça avec un point d'exclamation. Là, vous avez un bon mot de passe. Là, maintenant, avec la nouvelle technologie, on se dit maintenant c'est plus sûr en fait de sécuriser son téléphone à travers des empreintes ou des reconnaissances faciales. Que direz-vous par rapport à ça? Alors, je déconseille parce que je trouve qu'il y a un problème conceptuel. Pour moi, c'est pas des mots de passe. Une empreinte digitale, ce n'est pas un mot de passe, et un visage n'est pas un mot de passe non plus, c'est plutôt un nom d'utilisateur.
Un mot de passe, c'est quelque chose que l'on sait, et c'est quelque chose que l'on peut changer, premièrement. Changer de visage, ça va être un peu dur. Changer d'empreinte digitale aussi. Mais il y a un problème, alors ça c'était le problème conceptuel, mais il y a un problème très pratique de sécurité aussi, c'est qu'une empreinte digitale, c'est facile à copier. Une empreinte digitale, spécialement celle du doigt qu'on utilise le plus dans ce cas-là, cette empreinte-là, elle est dans les faits déjà sur l'écran du téléphone. Donc la copier avec un petit film en plastique, par exemple, c'est assez trivial. Au niveau de la législation suisse, est-ce que les personnes qui vivent sur le territoire sont protégées par la loi? Parce que là, on parle un peu de la technologie un peu comme une jungle, mais la technologie est quand même encadrée par la loi en Suisse. Non, il y a des lois qui doivent protéger la vie privée des gens. Oui, il y en a, mais en même temps, on sait qu'il y a une loi qui force les fournisseurs de télécommunications en Suisse à garder toutes les données de connexion de leurs clients pendant 6 mois. Donc les données de connexion, c'est qui a téléphoné, par exemple, avec qui, pendant combien de temps, depuis où. Voilà, donc c'est jamais le contenu, mais c'est tout ce qu'il y a autour d'une discussion. Et ces informations-là, les autorités peuvent y accéder sur la base d'un soupçon. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Est-ce que c'est déjà une atteinte massive à la vie privée? Est-ce que c'est déjà de la surveillance de masse? C'est une question légitime, je pense. Et d'ailleurs, il y a une plainte qui fait son chemin d'une ONG vis-à-vis de cette loi. Jusqu'à maintenant, les cours de justice suisses ont refusé cette plainte jusqu'au tribunal fédéral. Et maintenant, ils sont à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de l'homme. Quelle est l'ONG en question? Digitale Gesellschaft, c'est une ONG suisse-allemande qui s'engage pour les droits citoyens sur Internet, etc. Donc, qui s'intéresse de près à ces histoires de surveillance de masse. C'est un peu triste en Suisse qu'il y ait peu d'ONG qui s'occupent de ça, et pratiquement aucune en Suisse romande, à ma connaissance. Peut-être Amnesty International, mais ce sera une partie de leurs intérêts, ce ne sera pas leur intérêt spécifique. Imaginons que voilà, j'ai un soupçon au sujet d'un citoyen ou une citoyenne, un requérant d'asile par exemple, je suis les autorités, je demande la liste à un provider internet des connexions de 6 mois. Ok, alors je me retrouve concrètement avec une liste de lignes de communication. Comment est-ce que je peux exploiter ces données? Ce ne sera pas la communication, mais ce sera les données de communication. C'est ce qu'on appelle justement des métadonnées, des données sur les données. Eh bien, vous pourrez par exemple faire le profil de déplacement d'une personne, étant donné que dans ces données, il y a aussi l'information d'où la personne se tenait, quand elle a fait son appel, ou bien quand elle a communiqué. Vous pouvez voir à quelle fréquence elle communique avec un numéro en particulier. Ensuite, vous pouvez recouper ça, vous pouvez aller demander les mêmes données pour ce numéro-là. Vous pouvez faire beaucoup de choses, en fait. Mais du coup, est-il vraiment nécessaire d'avoir accès au téléphone portable d'un requérant d'asile si de toute manière, par ailleurs, je peux obtenir toutes ces données à son sujet à travers ses propres communications? Oui, du moment que c'est un fournisseur suisse. Si vous partez du principe que le requérant a utilisé un autre fournisseur, par exemple le fournisseur, je ne sais pas, de son pays d'origine avant de venir, ça vous n'aurez pas cette information-là. Par contre, vous aurez une information, si cette personne appelle souvent à la maison, enfin de son pays d'origine, à partir de ce téléphone dont le service est donné par un fournisseur suisse, alors là vous verrez dans ces informations-là clairement que les numéros qui sont appelés sont les numéros de ce pays-là. Donc si c'est ce que vous êtes en train de chercher, mais est-ce que ce sera suffisant pour établir un pays de provenance? Je ne sais pas. Enfin, là aussi, ça dépendra des détails de la loi. De plus en plus, des gens disent je n'ai rien à cacher. Que leur répondriez-vous? Alors, on peut répondre plusieurs choses à ça. J'ai bien aimé la sortie d'Edward Snowden à ce sujet, qui disait que ceux qui n'ont rien à cacher,
Ceux qui disent qu'ils n'ont rien à cacher, c'est comme s'ils disaient qu'ils n'en ont rien à faire de la liberté d'expression parce qu'ils n'ont rien à dire. Bon, alors voilà, peut-être qu'eux ils n'ont rien à dire, mais que les autres, ils ont des choses à dire, et puis les autres ils sont aussi concernés par ça. Maintenant, je dirais que face à ça, la chose c'est que c'est pas les personnes elles-mêmes qui peuvent dire ça, j'ai rien à cacher. C'est pas elles qui décident si elles ont quelque chose à cacher. Parce qu'il y a une telle asymétrie de pouvoir entre ceux qui peuvent avoir accès à leurs données, que ce soit de par la loi, ou que ce soit de par les services qu'ils procurent, comme Google par exemple. Google en sait beaucoup sur ses utilisateurs. Dans les faits, c'est ceux qui ont le pouvoir, et ceux qui ont les clés qui décident si les gens ont quelque chose à cacher ou non. Si ça se trouve, ces mêmes gens vont être surprises d'apprendre qu'elles avaient quelque chose à cacher. Mais c'est pas elles qui décident dans cette asymétrie de pouvoir. Donc voilà ce que je leur répondrais. Et en plus du fait que c'est une attitude que je trouve assez irresponsable de nos jours, parce que dans les faits, ça ne pousse pas ensuite les fournisseurs, les fournisseurs de services et les fabricants d'appareils à mettre la sécurité comme priorité dans la conception de leurs services et la conception de leurs appareils. Donc il faudrait plus de gens qui poussent à la sécurité. Mais en utilisant des applications sécurisées, n'encourt-on pas le risque de susciter en fait la méfiance des autorités et d'attirer l'attention sur nous? Bon, alors premièrement, ça supposerait que les autorités surveillent tout le monde en temps réel, ce qui n'est pas le cas. La seule chose qui concerne absolument tout le monde, la surveillance de masse, c'est ensuite cette rétention des données, mais elle est rétrospective, elle est après coup, il n'y a pas de surveillance en temps réel de tout le monde. Donc déjà ça, c'est difficile de voir que les gens utilisent des solutions sécurisées ou non. Et puis deuxièmement, je dirais, et alors? Peu importe. Oui, d'accord, alors ça vous intrigue que les gens utilisent ça, peut-être que vous allez me surveiller plus, et alors? Bonne chance face à mes solutions sécurisées. Et plus des gens utiliseront des solutions sécurisées, plus voilà, cette question deviendra difficile. C'est pour ça que moi, personnellement, je pousse les gens à utiliser plus en tout cas, de se poser plus la question sur comment protéger ses données, pas seulement vis-à-vis de l'État, mais aussi vis-à-vis des grands... de ceux qui ont justement ce pouvoir de pouvoir aller regarder ça en détail. Ça. Il y a des solutions techniques, on peut s'y intéresser. Voilà.